Bien. Bonjour à tous. Donc, je m'exprime au nom du M1 et du M2, au sein des GRH, et je m'associe à Odile sur cette matinée un petit peu particulière et qui nous font, qui nous fait très plaisir de pouvoir introduire ces sujets au sein de l'université. Donc, avant de dire quelques mots introductifs, tout d'abord des remerciements, notamment aux éditions LAMU, et particulièrement Françoise Champeau sur la semaine sociale LAMU. Alors, des remerciements déjà aux étudiants qui sont présents, puis aussi aux professionnels qui ont pu se rendre disponibles cette matinée, notamment ceux qui sont à distance. Alors, une matinée sur l'organisation d'un petit déjeuner solidaire et aborder un thème qui a été longtemps tabou. Alors, tabou à deux titres. Tout d'abord dans la société, puisque la notion de maladie et celle du cancer reste un sujet tabou. Il faut savoir qu'en France, 1000 personnes par jour apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer et 50 000 femmes par an, ce qui est significatif. Et puis tabou par rapport à la logique du travail, par rapport au monde du travail. La moitié des personnes qui apprennent à avoir un cancer sont en activité. Donc, ce qui va vous intéresser ce matin, c'est voir cette articulation, cette connexion avec le monde du travail et faire le lien en échangeant avec Odile. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien sur des sujets que vous connaissez. On parle d'articulation vie personnelle, vie professionnelle. Donc là, je trouvais que c'était vraiment un sujet intéressant. C'est comment on va concilier un événement de vie personnelle directement à la vie avec le travail. Et que là, ça dépasse. Si on a des ambitions de conciliation, là, ça c'en est, à mon sens, absolument un. 45,3% des femmes suivent un schéma d'arrêt de travail long suivi d'une reprise. 17,2% des femmes n'ont pas d'arrêt de travail. Et 37,5% des femmes cumulent un arrêt avec plusieurs reprises. Donc là, on voit effectivement la difficulté de pouvoir reprendre une activité salariée. Donc là, l'enjeu, c'est clairement celui du maintien dans l'emploi, mais pas seulement. Ça interfère avec des sujets d'actualité sur l'allongement de la durée de vie au travail, du vieillissement de la population. Ça percute des sujets RH comme la fidélisation et la recherche de sens. C'est bien de parler de sens au travail, mais dès lors qu'on est malade, si on est un petit peu mis sur le côté du chemin, ça peut questionner. Et puis surtout, le point qui nous intéresse ce matin, c'est parler de santé. C'est-à-dire que si le travail peut, à certaines occasions, rendre malade, là, dans la thématique qui nous intéresse ce matin, en tout cas l'approche qu'on aura, c'est que ça peut être un facteur de santé, ça peut être un facteur de maintien de santé et ça peut être un facteur de guérison. Donc là, ça va questionner l'organisation du travail, ça va questionner l'organisation du temps de travail et de pouvoir adapter finalement la maladie et ses conséquences à la réalité de l'entreprise, donc percutant clairement le temps d'activité professionnelle qui n'est pas celui de la maladie. Donc je vais laisser la parole à Pascal Lehé, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce matin, donc professeur associé à l'IAE de Lyon 3, qui a piloté au sein du nouvel institut le projet Cancer et le travail, et qui a eu l'opportunité d'étudier les pratiques en entreprise. Et du coup, la matinée sera ponctuée aussi de la prise de parole des différents étudiants, donc Marine, Alexandra, Solène et Léa, qui liront du coup des récits de patients. Donc je vais laisser la parole, je vous souhaite une bonne matinée, et puis voilà, je passe le témoin à Pascal Lehé. Merci. Je peux faire que ça marche. Oui, ça marche, parfait. Merci pour l'invitation, bien sûr. Merci pour l'accueil à tous et toutes. Et pour le président de présentation, parce que vous allez voir qu'on ne doit pas faire colis. Alors, donc, Pascal Lehé, je suis professeur associé à l'université à Lyon 3 et je dirige une structure d'études et de recherche associative d'intérêt général.
et qui en fait comme on appelle ça en innovation ouverte aujourd'hui, une structure servante. L'idée n'est pas que la structure soit là pour exister en tant que telle, elle est là pour faire exister, porter un projet. Le projet appartient bien sûr davantage à tous ceux qui y contribuent que la structure elle-même, donc tout est en créatif. Donc tout ça vous appartient et est fait pour être. Le projet qu'on a on s'en doutait. Ouais, mais après, c'est très. On va faire le chemin du budget. Alors, comment on a construit le temps qu'on va partager ensemble ce matin? Est-ce que c'est mieux, monsieur? Celui-ci, c'est mieux. Ah oui. Ah oui. Je perds le tête. Alors, comment on a construit le dispositif de travail ce matin? On l'a construit en 2 temps. Plutôt que de rentrer dans une série de diapositives qui vous raconteraient le projet, ses tenants, ses aboutissants, ses conclusions, on a eu envie de vous faire rentrer de plein pied dans ce que le projet raconte, ce que ce projet exprime à travers les situations concrètes qu'on rencontre. Loïc le disait à l'instant, les grandes épreuves de la vie, les épreuves radicales de la vie ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise, et l'entreprise est un lieu bien mal équipé pour les prendre en charge, quand bien même les gens peuvent être très sympas. Mais la question n'est pas celle-là. La question, c'est effectivement comment on articule et comment on pense. Donc, vous allez voir, on va avoir 2 temps pour travailler là-dessus. On a préparé un premier temps de type un peu masterclass, un temps autour duquel on va essayer de vous faire nous aider à creuser des situations, à voir ce qui transparaît dans des situations concrètes auxquelles vos camarades prêteront leur voix. Je les en remercie beaucoup. Et puis ensuite, seulement une fois qu'on aura donc mieux saisi ce dont il s'agit concrètement, aura des hommes et des femmes, des postes qu'ils occupent, qu'ils soient directement touchés par la maladie, qu'ils soient protagonistes de ces situations, parce que managers, collègues, médecins du travail, RH, on verra comment en fait le projet a travaillé et comment aujourd'hui il fait des propositions concrètes, telle que celle qui est reprise ici, des propositions concrètes pour que notamment le cadre juridique du droit du travail puisse évoluer pour mieux intégrer ces questions d'articulation qui, encore une fois, quand bien même les initiatives peuvent paraître formidables, lever le tabou, enfin, tout ça, de fait, à cadre égal, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment possible d'articuler, de concilier le travail et concert dans les organisations sur la durée. Alors, 2 temps. On rentre dans le premier temps, ça vous va? Non, par contre, il manque tout comment on fait. Mais j'ai un double problème, un problème de micro et un problème de fil. Peut-être quand même, avant que vous entendiez les récits ici, il manque, ça manquerait. Donc, projet d'innovation ouverte, on a démarré en 2019. Et c'est un projet qui est porté par des acteurs institutionnels qui eux-mêmes, dans les politiques qu'ils conçoivent, déploient, mettent en œuvre, sont concernés par ces questions, ces défis qui se posent aux questions du maintien en emploi, notamment la Direction générale du travail. Et, on a l'Institut national du cancer, qui a développé dans sa stratégie décennale un axe très important en lien avec la possibilité de concilier travail et cancer, au motif désormais de plus en plus clair, puisqu'il y a une recommandation clinique, c'est-à-dire que demain, les oncologues, depuis 2019, mais sérieusement, les oncologues sont invités à poser la question aux personnes de comment, au moment de l'annonce même, comment ça va se passer pour le travail. Parce qu'on sait qu'il y a une corrélation positive entre le fait de travailler et l'espérance de vie en santé 5 ans après un cancer.
Donc, vous voyez, le sujet ici est vraiment un sujet de maintien en emploi et un sujet dans lequel les questions d'autres acteurs, comme celle de l'AGFIP, par exemple, hein, sont venues aussi en renfort. Les propositions, donc, vont s'attacher non pas à faire mieux ce qu'on sait déjà faire, mais à essayer de faire autrement et notamment explorer une voie nouvelle autour des questions du maintien, dans laquelle le maintien, on y reviendra, mais peut-être qu'on peut semer cette graine tout de suite. Le maintien, c'est pas l'idée que uniformément la maladie affaiblirait, c'est pas l'idée que la santé, ça serait l'absence de maladie, c'est pas l'idée que les seules mesures sont des mesures compensatoires. Ça peut être une toute autre idée dans laquelle, effectivement, les stratégies, ce que les gens désirent faire pour se tenir en santé, la façon dont ils connaissent bien leur travail, leur environnement professionnel, leur permet ou pas de le faire, etc. Tout ça serait ce qui serait désormais à considérer. C'est ce qu'on va travailler dans une toute première. On a une sélection, je ne sais pas ce que c'est vraiment l'avion qui va décoller, mais c'est un peu désagréable comme moi aussi. Ouais, mais moi, Est-ce que c'est pas votre ordinateur et le micro? Non, le micro. Voilà. Petite interne, voilà. Et madame. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Il marche pas. Dans la pièce, il y a deux. Voilà, c'est pas plus. Je n'ai pas revenir sur les statistiques dont vous avez fait un aperçu, mais effectivement, nous, on s'est intéressé, on s'est intéressé au cancer du sein, parce qu'en fait, il a comme caractéristique effectivement très particulière, singulière, que bien sûr, il concerne les femmes en priorité, mais il en concerne beaucoup, une sur 9 à peu près, dont la moitié en âge de travailler. Les cancers des hommes interviennent plus tard, plutôt quand les hommes sont à la retraite. Et donc, c'est un cancer qui est connu dans les entreprises, qui est connu par les gens qui travaillent. Et donc, il y a beaucoup de données, évidemment, vu les quantités de femmes concernées, il y a beaucoup de données épidémiologiques, données dans les enquêtes que fait l'inscription du cancer, notamment l'enquête du FICAN, la vie 5 ans après un cancer, etc., etc. Donc, on avait des bases à partir desquelles problématiser cette nouvelle ouverture sur un modèle élargi du maintien en emploi, et notamment autour du fait de cette corrélation entre, encore une fois, c'est pas une question de causalité, mais cette corrélation entre le fait de pouvoir travailler et l'espérance de vie en santé 5 ans après le cancer, sur le fait que les traitements sont souvent très très lourds et que les arrêts sont très longs. On le sait bien, plus un arrêt est long. Et puis, autre caractéristique, c'est que les traitements ont des effets dans le temps longs. Et donc, l'idée, la notion autour de laquelle sont bâties très largement les politiques et les dispositifs de reprise sont un peu orthogonaux avec les possibilités effectives de reprendre, en tout cas de reprendre comme avant, quand on l'a évoqué tout à l'heure, c'est plutôt la vie comme après, et le travail comme après, qui va se présenter. Donc on ne peut pas, l'idée de reprise nous empêche de penser finalement les conditions dans lesquelles on va pouvoir faire jouer le maintien. Les situations du cancer du sein ne sont évidemment pas les seules, mais c'est une loupe commode, vous l'avez compris. Une loupe permet de regarder sur des situations un peu extrêmes dans lesquelles les questions du maintien en emploi sont retravaillées, re-questionnées, et on voit bien que les catégories de référence, malade, pas malade, travail, pas travail,
prévention des expositions des risques versus possibilité de trouver des ressources dans son activité et d'une certaine forme d'agentivité, ou en tout cas d'initiative responsable. Voilà, tout ça s'oppose et pour ouvrir encore une fois de nouvelles. Et peut-être aussi pourquoi on a fait des récits. On a fait des récits parce qu'on a emprunté au dispositif, aux méthodes d'innovation ouverte. Et les méthodes d'innovation ouverte ont été très travaillées dans le cadre de référence de ce qu'on appelle aujourd'hui, les Canadiens appellent ça les problèmes vicieux. Les Anglais, les Anglo-Saxons, les wicked problems. Des problèmes complètement intriqués et des problèmes qui arrivent à l'agenda des entreprises et qui lui posent des défis très particuliers. Un problème apprivoisé, comme ils disent, c'est un problème sur lequel tout le monde est d'accord sur le problème et sur la solution. Un problème complexe, c'est un problème sur lequel tout le monde serait d'accord sur le problème, mais pas sur les solutions. Et un problème vicieux, c'est un problème sur lequel personne n'est d'accord, ni sur les définitions du problème, ni sur donc, les solutions. Et le maintien en emploi fait particulièrement partie de ces problèmes-là. Quantité d'acteurs interviennent sur ce sujet avec pas les mêmes cadres de référence, pas les mêmes enjeux, même pas les mêmes valeurs sur ce qu'il conviendrait de faire. Et donc, ça donne lieu à tout un tas d'affrontements qui peuvent inhiber la possibilité de progresser. Et la recommandation des gens qui travaillent sur les problèmes vicieux, problèmes de logement, problèmes de santé publique, problèmes etc., leur recommandation, elle est évidemment de s'y prendre complètement différemment. On ne peut pas découper le problème en plus petits problèmes, on va retrouver les mêmes. Donc, leur idée, notamment, et les recommandations méthodologiques notamment, sont de rendre systématique des espaces de dialogue, y compris avec des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. J'imagine qu'ici, on peut être porteurs des uns et des autres de points de vue, d'histoire, de cadres de référence qui nous rendent, les uns avec les autres, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut faciliter la possibilité de travailler pendant qu'on est malade, par exemple. Et l'idée, c'est de nourrir ces espaces de dialogue avec quantité de données différentes, et aussi des données qui sont des données concrètes, des données issues de savoirs profanes, à partir desquelles on va discuter. Et la place des récits d'expérience, elle est effectivement très intéressante pour pouvoir nous aider à, chacun avec nos grilles de référence, décoder en fait ce qui fait enjeu dans telle ou telle situation. Et la mise à jour, du fait qu'on ne voit pas la même chose, une situation à l'autre, selon qu'on est équipé de tel ou tel background, nous permet normalement, en tout cas c'est comme ça que le projet a été construit, de progresser vers la possibilité de se comprendre et de s'entendre, de progresser sur des possibilités de consensus, d'accord, et puis de choses qui ont resté, mais au moins on progresse pas les uns contre les autres, les uns avec les autres, puisqu'on a tous un objectif commun, c'est l'élargissement du modèle humain. On y va? Donc, on a choisi de démarrer par 2 récits d'expérience. On va vous demander d'écouter très attentivement les récits d'expérience du travail avec votre cancer. Avec très impactant, parce qu'on ne peut pas trancher souvent. Bien sûr, la phase aiguë, elle est plus là, mais le avec, il est là pour longtemps. Et on va vous demander d'écouter très attentivement, en essayant, dans l'écoute, de retenir 2 ou 3 points saillants par rapport à les enjeux du maintien, de l'articulation de la santé, des questions dans lesquelles... Bonjour. C'est un texte qui s'intitule « Une trajectoire de reprise bricolée sur une vie ». Je vais lire les paroles exactes de la personne. Moi, je n'ai jamais eu ma langue dans ma poche. Quand on est à l'accueil dans une PME industrielle, on voit beaucoup de choses et beaucoup de monde. Tous les jours, la direction, les cadres, les collègues, les clients et les fournisseurs. On est un peu l'image, donc votre avis compte. J'ai toujours profité de cela pour proposer des améliorations pour mon poste, pour les meubles de l'accueil et pour l'organisation du travail. À l'accueil, vous avez beaucoup de rush et beaucoup de temps calme, ça ne s'équilibre pas toujours. J'ai été absente 11 mois pour mon cancer.
Je suis rentrée bien vaillante, mais je m'ennuyais tellement chez moi que j'aspirais vraiment à reprendre le travail. J'avais quand même un peu peur de ne pas bien y arriver, mais je voyais comme, rien que chez moi, j'étais débordée. Alors j'ai réfléchi et j'ai découpé les choses. Proche, sans calme. Je savais comment j'avais été remplacée parce qu'on m'avait demandé mon avis avant que je parte. Mon poste, comme c'est les services généraux, est rattaché à la DAF. On est une grosse PME, on se connaît tous. En mon absence, les choses avaient été découpées avec un accueil physique resserré sur des petites plages horaires. Sinon, il fallait se débrouiller avec l'interphone et les lignes directes. Le courrier était pris en charge par roulement par les secrétariats des directions. Je trouvais que c'était de bonnes bases pour reprendre sans rien changer, au moins les toutes premières semaines. Je me suis dit que certains allaient trouver ça curieux que l'organisation de mon remplacement ne s'arrête pas avec mon retour, et puis basta. J'en ai parlé à la DAF. Elle a trouvé que c'était une bonne idée, d'autant que l'entreprise avait installé un système d'appel depuis l'accueil quand c'était fermé et que, au final, ça avait permis d'élargir les horaires d'accueil. On a fait comme ça 2 ou 3 semaines. J'ai demandé un équipement EP plus confortable pour pouvoir m'éloigner de mon poste et décrocher à distance, ne pas être obligée de revenir en galopant. J'ai repris le courrier en direct. Il y a des secrétaires qui continuaient de venir chercher leur pile et le dispatcher. Je ne sais pas qui a décidé ça, mais moi, ça me va bien. Je ne vais pas me plaindre, mais il faut savoir dire de quoi on a besoin. Sans ça, les gens, même s'ils sont gentils et contents de vous voir, ils ne s'en rendent pas compte. Avec un deuxième récit. Merci beaucoup d'avoir prêté votre voix. Un deuxième récit, vous vous rappellerez. Espérons celui-ci. Mon texte s'appelle Empêchement. Dans mon agence, on est entre 3 et 5. Ça dépend des stagiaires et des contrats d'alternance. Le rythme est plutôt intense, non pas à cause des clients, parce que ça dépend un peu des jours et des heures dans la journée, mais plutôt à cause de toutes les campagnes promotionnelles à relayer sur le terrain. La médecine m'avait dit qu'il fallait reprendre, mais moi je ne voulais pas du mi-temps. J'ai demandé à 80%, c'était mon organisation avant la maladie. Quand vous revenez après 15 mois d'absence, plus rien n'est comme avant, mais vraiment, à proprement parler. Déjà l'informatique, vous n'avez plus aucun réflexe, ce que vous faisiez sans y penser apparaît impossible à mémoriser. Un monde. Au début, je me faisais des petits mémos pour me souvenir, mais tout allait trop vite. J'étais sans arrêt en difficulté devant les clients, ne sachant plus comment faire. J'ai un portefeuille de 300 clients, et des clients faciles d'ailleurs. Ne plus bien savoir faire, devant eux, je crois que c'est ça qui m'a le plus déstabilisée. J'avais littéralement l'impression que je n'y arriverais plus jamais. Les collègues, ils sont très sympas quand vous rentrez, bien sûr, mais ensuite, ils s'attendent à ce que vous fassiez votre part. Dans des petites équipes comme nous, ça ne marche que si tout le monde est à 100%. Et encore. Alors vous imaginez, surtout que mon responsable, il fait bien attention à respecter le secret médical. Il ne veut rien savoir. Ce qui ne rime pas à grand-chose dans nos petites villes, car tout se sait. Mais bon, il fait comme si de rien n'était. Je ne demande pas le tapis rouge, mais quand même, je n'y peux rien si on a des restes de la maladie et des traitements pendant des années. Aujourd'hui, quand je flanche, en fait, je sais que c'est mieux si je prends un arrêt de travail. Il y a un remplacement, et moi je souffre. Mais au retour, c'est rebelote. Avec un côté très humain, attention, hein. Bien que les gens, forcément, ils se disent qu'ils ne peuvent plus vraiment compter sur vous. Mais comment faire? C'est un cercle vicieux. Et attention, quand j'aime mon métier. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir prêté vos voix. C'est éloigné. Merci beaucoup d'avoir prêté vos voix à ces deux situations qui beaucoup de choses opposent ou contrastent. Le point de départ, c'est le même. Dans des fonctions tertiaires, l'une un peu supérieure par rapport à l'autre, hein, mais c'est à peu près le même, qui vit l'épreuve, une fois radicale, d'une maladie grave, comme un cancer, et qui revient. Par contre, tout est différent, et qui nous aide à voir, en fait, nous, on a un peu potassé les textes, mais vous, qui ne les avez pas forcément
potasser ces récits, qu'est-ce que vous voyez comme contraste? Qu'est-ce qui vous semble contraster le plus? On ne peut pas faire sans vous. Ouais. Moi, je pense que c'est l'échange entre les différents acteurs. Dans la première situation, il y avait un accompagnement, une discussion, alors que dans la seconde, il y avait, le manager fermait les yeux et ne voulait pas savoir ce qu'il en était, donc forcément, c'est plus compliqué. Il y a de l'échange et on verra sur quoi porte l'échange, tout à fait. Oui, alors je pense que pour les gens qui nous regardent, désolé, mais voilà, vous ne voyez pas ce qui nous aide à Je suis d'accord avec mon camarade derrière moi. C'est vrai que dans la deuxième situation, il y avait une espèce de non-dit. Enfin, la situation avait l'air d'être connue, mais d'un autre côté, il ne fallait pas l'évoquer. Donc, ça crée une espèce de zone, moi j'ai l'impression d'insécurité, de flou, alors que finalement, dans la première situation, on avait de la clarté, il y avait des mesures prises pour faire face et son retour dans l'emploi et l'accompagner au mieux. Donc, pour moi, ça fait déjà une grosse différence. Voilà. Et puis peut-être aussi la durée de l'absence qui était quand même sensiblement plus importante, 15 mois dans le second cas. Ça change pas mal de choses aussi, je pense. Oui, après la poule et l'œuf. Oui. Parce que peut-être que la durée de l'absence était de 15 mois, parce qu'effectivement, on sait très bien que la situation, elle est fragile, et on voit bien que la durée de l'absence n'est pas que liée à l'état de santé. Oui. Et je voudrais ajouter que dans la première situation, j'ai l'impression que la personne avait su adapter son retour beaucoup plus facilement que dans la deuxième situation où elle a subi une rupture en fait entre son organisation avant et Oui, tout à l'heure, on parlait de la vie comme avant et de la vie comme après. Dans le deuxième cas, on a l'impression que on va refaire comme c'était avant, rigoureusement comme c'était avant, et si possible, le plus vite possible. Qui me viennent à l'esprit sur les deux situations. Alors, différemment, évidemment, l'anticipation, l'accompagnement et la communication. Les trois termes qui peuvent jouer dans ces deux, alors, à des niveaux différents. De l'anticipation, pas d'anticipation, de la communication, pas de communication, et puis un accompagnement des collègues, des clients aussi, j'ai l'impression. Comme il y a une bonne communication, du coup, il y a cet accompagnement qui est mis en place. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Il me semble que dans ces deux cas, avant qu'on continue, il me semble que s'il y a dans ces deux cas de vraiment très contrasté, c'est effectivement le premier cas, on est dans une organisation dans laquelle les déterminants de l'organisation du travail de ce poste accueil, ils sont multiples. Il y a les horaires d'ouverture, il y a les outils, il y a l'entraide, enfin bref, ça fonctionne dans un système riche dont on a à peu près une perception de ce sur quoi on peut appuyer pour que ça marche bien ou mieux dans d'autres circonstances. Et c'est une connaissance qui est partagée, c'est-à-dire qu'elle est bien sûr la personne qui connaît, c'est son poste, mais la DARF aussi, à qui elle rapporte directement. La proximité avec quelqu'un qui est décisionnaire sur l'organisation, tous ces managers qui n'ont aucun pouvoir de décision sur les organisations, ils sont en difficulté quand il y a des gens qui rentrent avec des gens. Donc, dans le premier cas, on voit qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre sur différents registres, dans la possibilité que l'organisation fonctionne, rende son service avec un bon niveau de qualité, de satisfaction pour les uns et pour les autres, et que ça peut absorber finalement cette incertitude qu'elle a, cette dame qui rentre en disant déjà chez moi elle n'était pas bienveillante, mais je m'ennuyais à mourir, et qui dit qu'en gros, elle peut compter sur les autres. Ça n'a pas besoin d'être tout dit. Pas obligé de dire est-ce que tu peux m'aider? Si les autres voient que c'est débordé, il y a 3 piles de courrier, qu'il y a le téléphone qui sonne, etc.
voilà, ils prennent des choses, c'est du don contre don, c'est ça, il n'y a pas besoin de se mettre en dette pour aller dire, attendez, je n'arrive pas, il faut m'aider. Donc, il y a là un espace qui est très particulier, mais qu'on ne pas d'environnement, hein. Tout n'est pas dit, tout n'est pas lisible, tout n'est pas etc. Par contre, ce qui est dit, c'est la reconception de l'activité de travail. Et l'information super importante, c'est que ça avait été décidé avant. Avant. Elle avait eu son mot à dire sur comment ça allait s'organiser quand elle était absente. Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce cas? Parfait. On ne dit plus rien sur ce cas et on écoute. Désolée, je n'ai pas porté assez attention. Mais... Le mode hybride, c'est super, mais... C'est peut-être quelqu'un qui respirerait de son micro. Bon, vous frappez, si vous voulez. Est-ce que j'oublie quelque chose sur ce premier cas? Bon, il y a quelques forcément en tête, mais évidemment, c'est pas. Oui. Je voulais juste, je trouve important dans l'anticipation du coup de ces activités. Enfin, j'imagine que pour elle, ça veut dire qu'il y a un retour possible et qu'elle sait dans quelles conditions elle va revenir après la maladie. Ça a au moins été porté et ça a été au moins dit. On a mis des mots sur la possibilité qu'elle revienne et comment elle va revenir, comment elle fait son activité à son retour. Je pense pour revenir et pour aider au retour. Absolument, et je pense que vraiment, il y a quelque chose qui est important, et je pense que par rapport à nous, dans le champ à la fois du droit et des RH, c'est pas évident, c'est qu'une grande partie des choses ne sont pas dites. Et que quand vous êtes dans une situation dans laquelle votre capacité productive, elle est variable et incertaine d'un jour à l'autre, vous allez bien le mardi, vous ne savez pas si ça ira aussi bien demain, et jeudi, c'est sûr non plus. Si vous êtes à chaque fois obligé d'aller dire « Attends, aujourd'hui, j'ai un peu moins fait, attends, aujourd'hui, j'ai... » etc., mais c'est l'enfer absolu. C'est la deuxième situation. Et là, le fait d'être obligé et d'être dans une activité, et certaines activités sont difficiles, du coup, à concilier, évidemment. Quand vous avez 300 clients, 25 campagnes de promotion et de ceci et de cela à faire, etc., le jour où vous êtes en retard, parce qu'en plus, dans le SI, vous ne y repérez plus très bien et que du coup, vous avez dit à votre client, allez-y, voilà, vous restez le soir, vous faites les éditions papier, vous cochez là où il faut que la personne signe, vous lui envoyez, enfin bref, au bout du troisième jour, vous vous dites, j'y arriverai plus jamais, en fait, je suis nulle. Bon. Donc, la question là, dans les deux cas, la personne peut avoir rigoureusement le même état de santé. Ce qui la met en difficulté, c'est bien des conditions d'organisation qui, dans le deuxième cas, quand bien même les gens sont sympas, et encore une fois, elle le dit, elle le redit, la mettent en échec à un travail très régulier dans la journée et les petits trucs qu'elle met en œuvre, faire des livres, des mémos, etc., pour essayer de lutter contre cela, ne fonctionnent pas. Et donc, elle trouve le répit, non pas dans la possibilité, vous voyez, progressivement de reconstituer des réflexes, etc., mais dans le fait de se réarrêter, tout en sachant que, évidemment, on ne sait pas du tout, elle le sait. Ça, parce que elle sait, elle ne sait pas où ça l'emmène, mais on est vraiment dans du travail. Allez-y. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je pense que les mots-clés, c'est flexibilité et aménagement de poste, parce qu'on voit que la salariée, elle a envie de retourner travailler, mais que son travail lui empêche de faire ses missions correctement. Et je pense que l'employeur est là aussi pour la mettre en confiance et pour adapter ses missions en fonction de ses capacités. C'est-à-dire que là, la salariée, elle dit qu'elle a du mal à se remettre en main les outils numériques. Donc, je pense qu'il faut lui laisser le temps de s'adapter, de reprendre en main l'outil avant de lui donner des missions vraiment, des missions qu'elle traitait auparavant. Je pense que d'abord, il faut qu'elle reprenne en main les outils et après qu'on lui redonne des missions importantes, entre guillemets. Même si l'outil, c'est important à gérer, je pense qu'il faut quand même un temps d'adaptabilité et d'adaptation et aménager son poste en fonction de ses conditions de santé.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, merci beaucoup de boucler autour de cette proposition, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que souvent, ce n'est pas au niveau du poste au sens strict, mais c'est bien au niveau de l'activité. Et que donc, c'est en retravaillant, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'aménagement de poste si l'activité peut être flexible. Mais vous voyez bien que dans des entreprises comme celle-là, beaucoup de femmes, 50% des femmes sont ouvrières ou employées. Donc, effectivement, vous avez raison, elles sont très contraintes par des logiques de poste, de gestion des OTP et de etc. Et donc, en fait, quand la dame rentre, quand même si elle rentre en potentiel thérapeutique, comme son cas à elle, ben, il n'y a plus de remplacement. Donc, il y a une perte nette de capacité productive. Et donc, pour le manager, aussi une difficulté. Enfin, donc, ça rend moins imaginatif. Ouais. Oh, et puis, on continue après. Ouais. Que les femmes qui reviennent après un temps d'arrêt aussi long. Et on s'intéresse beaucoup au rôle des RH et des employeurs qui, effectivement, doivent la mettre en confiance et l'accompagner. Mais je pense qu'avant d'avoir cette écoute, c'est aussi hyper important pour la salariée de s'exprimer et de dire voilà, aujourd'hui, ce qui a changé pour moi et ce dont j'ai besoin de nouveau. Alors, cette affaire des besoins, c'est une affaire qui est compliquée. Parce qu'en fait, d'abord, dans les études qui ont été faites, notamment, si vous voulez lire d'excellents auteurs sur ces sujets, il y a Anne-Marie Bazer et Dominique Lhuillier, énormément de travaux depuis très longtemps sur les questions du maintien en emploi, sur les questions du cancer du travail, sur les questions, etc. Vraiment des travaux remarquables. Elles nous disent, en gros, les personnes avec la maladie, elles adoptent 3 types de stratégies une fois qu'elles l'ont dit. Ce n'est pas tout à fait tabou, en fait. Hein. Aujourd'hui, 85% des gens disent à leur manager, hein, études de l'INCA, études du Centre Léon Bérard, études voilà. Donc, les gens le disent. Sauf que la question après, c'est là que ça se corse. C'est une fois qu'on l'a dit, on fait quoi? Et là où ça se corse, effectivement, c'est qu'il y a en gros un tiers des gens qui font valoir leur maladie, obligé de la montrer, obligé d'être démonstratif, obligé de, on connaît bien ça avec les troubles musculo-squelettiques, les dames qui mettent des protections à leur poignet pour qu'on se rappelle qu'elles ont mal, qu'on se rappelle qu'elles ont un problème de canal carpien, qu'on se rappelle que l'idée c'est de faire valoir sa maladie. Il y a des gens qui font avec, non, t'inquiète, je vais soulever, etc. Toutes les dames ouvrières, etc., avec les questions millionnaires qui racontent que c'est quand même le port en charge, c'est interdit, etc. Donc, mais elles font avec, donc elles comptent sur des collègues, voilà. Et puis, il y a ceux qui dissimulent. Et ceux qui dissimulent, c'est apprécié par Bazel régulier comme étant 40% à peu près des gens ne veulent pas savoir. C'est leur intimité, ils ne veulent pas le dire. Et je crois qu'il faut absolument respecter cela, absolument respecter cela. Mais donc, il faut pouvoir imaginer, concevoir que les besoins ne vont pas s'exprimer de la même manière, ou en tout cas ne vont pas porter sur les mêmes sujets, selon la façon dont la personne va gérer elle-même l'expression de ce qui lui permet d'être en santé. Et je me souviens du témoignage d'une dame qui n'était pas ni une ouvrière ni employée, mais une chercheuse dans une des entreprises avec lesquelles on a bossé, spécialiste sur les trucs nucléaires, etc., et qui disait, mon chef, le soir, quand il me dit, ça va, t'es pas trop fatigué, et puis j'ai envie de lui arracher les yeux, quoi. Je veux qu'il me demande si j'ai bien pu travailler, si je suis satisfaite de ce que j'ai pu faire. Et je trouve que c'est important ce qu'elle dit. Par contre, effectivement, vous avez bien raison, dans le premier cas, ici, on voit une dame qui vit dans un environnement dans lequel elle est la vitrine, elle le dit elle-même, etc. Donc, ça fait 20 ans qu'elle sait que si elle a un besoin, elle peut aller dire, elle est la vitrine de la boîte, elle est légitime à dire, il faudrait changer de mode d'accueil, il faut ceci, il faut cela. Donc, elle est habituée à exprimer des besoins. Mais imaginez la même dame qu'on n'a jamais écoutée, à qui on dit, attends, toi, tu es à l'accueil, tu mets ton uniforme et je ne veux pas savoir qui tu es. Cette dame-là, elle n'aurait probablement pas du tout pu exprimer ses besoins de la même manière. On ne sait pas exprimer ses besoins du jour au lendemain. Donc, votre question est très sensible, très importante, je pense, vraiment. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, elle ouvre sur des abîmes de perplexité pour pouvoir réellement être capable d'aider les gens à exprimer ce qu'ils savent de ce dont ils ont besoin pour travailler avec ou après. Et ça ne tombe pas du tout du ciel. Il y a des gens qui vont être tétanisés, surtout que je fasse comme avant, pas que ça se voit. Parce qu'effectivement, ils peuvent être dans le monde. On se réalimente un peu,
auprès de deux autres. Ça va? C'est bon pour vous? Donc, on va vous proposer d'écouter deux autres récits d'expérience pour pouvoir prolonger un peu. Alors moi, du coup, je vais lire le texte qui s'intitule « Accommodement flexible ». En 2016 ou 2017, quand Séverine est venue nous voir pour reprendre le travail avant la fin de ses traitements, on était un peu dans l'embarras. En tant que DRH, je me disais, est-ce qu'on ne prend pas trop de risques si on accède à sa demande? Mais en même temps, sa demande était légitime et elle a beaucoup insisté. Elle était membre de CHSCT, elle avait donc des connaissances sur ces questions de travail et de santé au travail. Elle connaissait la direction la connaissait, tout le monde étant en confiance. Elle était dans une logique très constructive. Le cadre de travail qu'on a construit au sein de la coopérative facilite la gestion de ce type de situation. Notre accord sur le temps de travail est très souple. Pour absorber la saisonnalité de l'activité, le temps est lissé sur l'année. Ce qui permet d'ajuster les horaires en fonction de ce qu'il y a à faire. Et c'est la même règle pour les cadres, les agents de maîtrise ou les ouvriers. Culture renvoyant au principe coopératif encore bien vivant dans le monde agricole. Ici, au siège, on n'est pas dans la culture du présentéisme. Les gens savent qu'ils doivent bosser et ajustent leur agenda en fonction de cela. La seule contrainte qu'on a, c'est d'être à l'équilibre au 30 juin. Étant donné que Séverine voulait reprendre en début d'exercice, ça nous laissait de la marge. Et cette marge, c'est ce qui lui a permis de reconstruire son activité en fonction de ce qu'elle arrivait à faire ou pas en tant qu'assistante de service maintenance. C'était essentiel pour qu'elle puisse s'ajuster avec ses collègues et son responsable avec qui ça s'est fait en bonne intelligence. Elle n'avait pas été remplacée et la polyvalence qu'on a mise en place au niveau du service a aussi permis de réguler la charge de travail au fil de l'eau. Du coup, sa situation n'a pas été très compliquée à gérer. J'ai quand même demandé l'avis du médecin du travail en amont de la reprise, compte tenu du fait que ses traitements étaient encore en cours. Elle lui a prescrit un mi-temps thérapeutique. Mais le 50%, ce n'était pas à la lettre. Elle pouvait récupérer si elle en avait besoin. Des fois, ça allait après les chimios, des fois non. Elle était autonome dans son activité, elle essayait de glisser sur le mois et on n'était pas regardant pour les heures de récupération. À l'époque, c'était moins compliqué. On n'avait pas encore investi dans un système de badgeage couplé avec le SIRH. On avait des feuilles papier qui remontaient et qu'on pouvait déchirer facilement. On lui a fait tous les mois des avenants au contrat de travail pour être dans les clous et lui permettre de retravailler. C'était important pour elle et je crois que ça l'a aidée. Bien en tête, cas spécifique mais très universel. Donc, mon témoignage s'intitule « Bricoler en zone grise pour faire avec le temps partiel thérapeutique ». J'ai eu 2 cancers à quelques années d'intervalle. Entre le premier et le deuxième, vous avez intégré des choses, vous apprenez de votre expérience. Pour le second cancer, j'ai coupé avec l'entreprise le temps des soins. Je voulais vraiment me consacrer à ce que j'avais à faire. On est très pris. On vit dans une bulle, avec les échéances des soins, l'entre-soin. On est pris en charge aussi. Je suis quelqu'un d'actif. Ce n'est pas facile de lâcher ainsi. Mais je l'ai fait. À la fin des traitements, en fait, on va assez vite, beaucoup mieux, et surtout, on a envie de passer à autre chose. Il y a rapidement un moment où on souffre de la solitude, de tourner en rond, chez soi. Se reposer, oui, mais ce n'est pas un programme pour une vie. Après tout le protocole, au bout de 2 semaines, j'ai appelé la RH pour dire coucou. Puis ma manager, puis la médecine du travail. Côté entreprise, on m'attendait. Il y avait plein de boulot, le plus tôt, c'était le mieux. J'allais reprendre mon poste progressivement en intégrant les activités nouvelles qui s'étaient développées pendant mon arrêt. 10 mois quand même. Et comme il y avait un congé maternité qui démarrait dans moins d'1 mois, ma manager avait obtenu de conserver à l'effectif la personne qui m'avait en partie remplacée. Donc tout semblait clair. Et là, doute froide. À la médecine du travail, on me dit « Vous êtes fatigué, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous ne pouvez pas reprendre à plein temps. Ce sera à mi-temps, le matin, pendant 6 mois. » J'ai essayé de négocier, pouvoir travailler en journée, rien à faire. C'est votre 2e cancer, il faut faire attention. J'étais révoltée. Bon, évidemment, bien sûr, on est fatigué, mais ce qui est infernal, c'est de devoir partir
et laisser ce qu'on faisait en plan. Alors, après 2 ou 3 semaines hyper frustrantes, je ratais des réunions qui m'intéressaient, je me sentais punie, obligée d'être encore dans la peau d'une malade. J'ai discuté avec ma manager. Je peux rester cet après-midi? Je récupérerai le midi. Elle a dit oui 1 fois, 2 fois. Et puis en fait, on s'est arrangé comme ça, en faisant attention, en douce. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces 2 récits d'expérience qui interrogent de façon évidemment très contrastée, mais pour l'universel aussi, hein, de se dépatouiller de cette affaire de comment on organise le temps de travail. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Alors, ce qui m'interpelle dans les 2 récits, c'est le besoin de passer par des leviers officieux d'adaptation pour adapter la charge de travail, le temps de travail. En premier, c'était ces fiches de présence qu'on pouvait déchirer, comme ça a été dit. Et dans le second, c'est cette récupération. T'inquiète pas, ça va se faire comme ça, il n'y a pas de souci. Et je ne sais pas quoi en penser finalement, parce que si ça fonctionne, pourquoi pas, mais est-ce que ça n'a pas des limites, quoi? Bien sûr, on le sécurise. Absolument. Faites passer le micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire passer le micro? Dans le deuxième témoignage, ce que je trouve intéressant aussi et qui dépasse juste ce cadre-là, c'est parce que quand on écoute le témoignage, on peut se dire que la personne sait mieux, que c'est son corps, que c'est sa santé, que c'est son choix et que pourquoi ces avis du médecin qui viennent à restreindre. Et c'est aussi un discours qu'on trouve dans plein d'autres sujets finalement où on se dit, mais, oui, des choses peuvent être perçues comme des violences médicales, même voilà, largement hors du cancer au travail, mais moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Je crois que j'ai pas d'avis tranché parce qu'à côté de ça, tout de même, le médecin a une expertise, une légitimité et de fait, il connaît mieux le fonctionnement du corps de quelqu'un que ce quelqu'un bien souvent. Donc, il y a je trouve qu'il y a une tension et une difficulté de se positionner entre le ressenti de la personne et l'expertise médicale et qui irrigue dans beaucoup d'autres domaines, mais là, notamment dans cette situation. D'autres lectures? Oui. On m'entend? Est-ce qu'il y a un niveau qui peut faire ça? Le micro? Effectivement, c'est assez compliqué à gérer entre l'avis du médecin qui dit que physiquement, la personne n'est pas capable de reprendre son travail à plein temps, et puis cette personne qui peut-être se sent fragile, mais d'un autre côté qui a une conscience de ce mental et de ce besoin de retourner au travail pour ne pas être tout seul chez soi à tourner en rond, mais vraiment retrouver l'identité. C'est intéressant de mettre en balance cette avis purement médicale et physique avec cette santé mentale. Moi, je voulais aussi rebondir sur ce qu'avait dit Lucas au sujet justement de ces arrangements au niveau de la durée de travail. C'est que, en fait, le problème aussi du temps partiel thérapeutique, c'est qu'il agit uniquement sur la durée du travail. Et du coup, forcément, on a besoin d'avoir une certaine marge de manœuvre. Et on a plusieurs témoignages où on entend les salariés qui disent finalement, avoir que 50%, moi, ça m'a augmenté ma charge de travail. Et donc, des gens qui auraient aimé avoir un temps partiel thérapeutique, parce que ce n'est pas uniquement 50%, ça peut être plus un temps partiel qui soit justement d'une durée plus importante pour pouvoir revenir progressivement. Puis, il y a aussi cette question, bien entendu, du temps de travail, mais aussi de comment est organisé le retour et parfois justement de permettre aux personnes de, pendant quelques semaines, quelques mois, travailler en binôme et revenir progressivement sur leurs tâches.
pose aussi la question du travail conjoint entre les entreprises, le monde du travail et la médecine du travail. On doit connaître finalement ce qu'on y fait au travail et pour justement préconiser un temps partiel thérapeutique à 20, 30, 40, 50% et qui pourrait être aussi peut-être adaptable dans son cas où finalement, on voit qu'assez vite, elle retravaille sur des journées et puis elle s'arrête le vendredi. C'est-à-dire qu'elle a peut-être senti ou exprimé le besoin de travailler sur une plus longue durée en début de semaine, mais là, on ne sait pas s'il a revu le médecin du travail pour revoir la préconisation, pour l'adapter finalement. Voilà. Mais le médecin du travail a un travail très empêché, dans ce cas-là, effectivement, lui aussi. Hein, ne pouvons pas. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je pense qu'effectivement, dans ces deux récits qu'on a choisis pour vous. Ah ouais, très bien, merci. Oh, pas très bien. Laisse planer le sentiment, c'est un peu comme chez Hôtel Z, X, et les gens sont toujours avec. Nous, ce qu'on a voulu quand on a choisi ces deux textes, on avait envie de vous montrer en contraste, c'était effectivement ce que vous avez parfaitement relevé, c'est le fait que ce sont des situations faites d'incertitude. L'incertitude est une donnée d'entrée. Donc, soit on est dans des systèmes qui fixent, qui figent, et auquel cas l'incertitude devient énorme, soit on est dans des problèmes, dans des solutions, des cadres, etc., qui sont compatibles avec un certain niveau d'incertitude, et auquel cas l'incertitude, c'est juste une donnée de la situation. Et aujourd'hui, dans bien des cas, effectivement, l'incertitude fait exploser les approches un peu normatives qu'on peut avoir ici. Le médecin du travail est dans la prescription de, voilà, vu votre état de santé, c'est 50% et pas plus. Et les RH disent, si c'est ça, c'est le matin, et puis tu badges bien, et si tu as un quart d'heure de retard à midi, attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. Si dans 3 semaines, dans un mois, tu es malade, et qu'on dit, ah bah ouais, mais elle est sortie en retard tous les jours, regardez ses badges. Bon, donc tout le monde est enfermé dans un dispositif dans lequel il est quasiment impossible de faire ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la possibilité souvent tâtonnante de ce temps où, je pense vraiment, il est donné, et c'est ça une des sources de frustration, je crois, la plus importante d'un certain nombre de médecins du travail qui ont pu bosser sur le sujet, c'est de dire, en fait, on sait très bien que l'aptitude, elle se reconstitue au contact de l'activité. Un jour, on ne sait pas se servir de son truc, on ne se rappelle plus, on a l'esprit tout enfumé, et puis 2 ou 3 jours après, parce qu'on était au bon rythme, parce qu'on a pu rester le soir, se refaire les exercices, voilà, finalement, on a l'impression que ça y est, on a réapprivoisé son système d'info, on aura l'air moins bête devant ses clients, l'aptitude, elle se reconstitue au contact de l'activité. C'est pas linéaire, c'est pas tout le temps. Donc, comment on construit en fait cette espèce de sas, d'espace dans lequel on va pouvoir à la fois sur le plan de la sécurisation du contrat, notamment à travers les heures, hein, et puis sur la sécurisation d'un certain niveau d'activité, parce qu'évidemment, ça ne peut pas être laissé au petit bonheur de chance, mais on va être capable de reconstruire quelque chose dans lequel on sera bien sur une trajectoire de travail en santé, c'est-à-dire que quand bien même il n'est pas comme on était avant, on peut entreprendre une stratégie d'un travail de santé sans but, sans buter, sans arrêt sur les contraintes de la situation. Souvent, la maladie entraîne un sentiment de culpabilité, notamment pour le collaborateur envers ses collègues. C'est idéologique. Dans les récits qu'on a vus, on a moins vu, là, pour le moment, de la culpabilité. Ça entraîne de la culpabilité, mais de la dette aussi, en fait. Et c'est souvent la dette qui rend coupable. Le fait d'avoir l'impression que finalement, ce qu'on ne peut pas faire, ça pèse sur les autres.
Alors, à la fois, tout le monde est très heureux d'être solidaire. Très souvent, dans les équipes, on voit ça, la solidarité donne du sens au collectif, évidemment, mais en même temps, quand la solidarité, c'est ce qui permet de compenser des impensés dans l'organisation de travail, ça se lève assez vite, en fait. Et effectivement, à ce moment-là, on se retrouve avec des gens qui se sentent en dette vis-à-vis des autres. Oui, vous m'entendez? Oui, je suis désolée d'être à distance. Je sais que c'est pas idéal pour la salle. Moi, j'ai une question. Dans la dernière, vous m'entendez? Oui. Ouais, on ne vous voit pas, on vous entend. Alors, je ne sais pas pourquoi vous ne me voyez pas. J'ai ma caméra. Voilà. Vous allez me voir à contre-jour, mais ce n'est pas grave. Donc, Florence Thorin, moi, je suis directrice d'un service de santé au travail. Et en fait, j'ai une remarque sur les 2 dernières situations. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une méconnaissance des systèmes, finalement? Parce que finalement, on a l'impression qu'il y a une confusion complète dans ces histoires de mi-temps thérapeutique entre eux, qui le prescrit, qui l'aménage, qui l'accepte. On a l'impression que c'est le médecin du travail qui prescrit le temps. Et en fait, voilà, non, en fait, il y a toute une négociation entre le médecin traitant, le médecin du travail et l'employeur. Et je trouve qu'au travers de ces récits, je me demande si ce n'est pas plutôt une méconnaissance du système qui peut aussi être à l'origine de cette défaillance, quoi. Ouais. Il me semble que, compte tenu, il me semble que dans beaucoup de situations qu'on a vues, les RH, alors je ne sais pas, mais les RH, dans de très nombreux cas, anticipent un risque de judiciarisation et ont l'habitude d'anticiper un risque de judiciarisation dans un certain nombre de cas. Et le risque, dans le cadre des questions de santé au travail, etc., mais il est tout trouvé. Donc, on a une espèce d'éléphant au milieu de la pièce dont personne ne parle et qui fait dire que, attention, voilà. Alors que, effectivement, du coup, les décisions, et dans de très nombreux cas, les décisions, vous le savez bien, comme les rapports de force ne sont pas forcément très sains, très bien construits, il y a beaucoup d'asymétrie d'informations entretenues par les acteurs aussi, parce que ça nourrit leur rapport de force. Vous avez des médecins du travail qui ont une connaissance de certaines entreprises parce qu'ils vont aux réunions des instances, etc. Ils ne connaissent pas spécialement les bancs. Donc, effectivement, eux agissent avec les outils qu'ils ont. Et l'outil qu'ils ont, c'est le temps partiel thérapeutique pour essayer de protéger la personne dans cette période très spécifique, qui est celle du maintien en emploi. Mais ce n'est pas évident du tout que ce soit le bon outil et que peut-être, en fait, il faudrait, et que les médecins du travail manquent d'un outil beaucoup plus souple qui permettrait de construire bien mieux, et non pas chacun dans son coin avec la prescription qui se surajoute, mais bien mieux une situation pour soutenir la flexibilité demandée dans une semaine ou d'une semaine à l'autre, je ne sais quoi, avec ce qu'on a expérimenté, ce qui est raconté ici, du temps choisi à la place du temps partiel thérapeutique, et avec des déclarations horaires en fin de semaine de combien d'heures ont été travaillées, parce qu'il y a des semaines où il y avait des réunions, il y a des semaines où la personne allait bien, il y a des semaines où etc. Puis il y a des semaines où il y a absolument besoin de récupérer tout en travaillant. Enfin, donc il y a plein de raisons autour de cela, mais peut-être que Odile a envie de compléter. Non, moi j'ai déjà fait le micro. Mais oui, moi je pense qu'il y a des problèmes d'information, mais ce n'est pas aussi que des problèmes d'information, c'est des problèmes de rapport de force, c'est des problèmes d'asymétrie entre les informations des uns et des autres, et c'est l'immense difficulté de concevoir un système de travail. On voit bien que la dame qui rentre dans la coopérative, c'est comme la dame qui rentre dans la grosse PME, la première, elle connaît bien les décisionnaires, ils ont confiance en elle, du coup, il n'y a pas du tout besoin d'un truc ultra serré, quoi. On se connaît, on se fait confiance. Bon. Dans l'autre cas, on est dans un dispositif, il faut faire très attention, le SIRH met tout rouge, ça sort rouge, travail interdit, donc ces gens travaillent plus que ce qui a été enregistré dans l'œuvre. Ça, donc c'est compliqué quand même. Et ce n'est pas tout à fait satisfaisant, j'imagine, comme réponse, mais oui, bien sûr. Si, moi, en tous les cas, pour l'instant, j'apprends beaucoup de vos récits. Je trouve ça très intéressant.
on les donnera aux médecins du travail également hein, pour avoir une réflexion dans leur cellule PDP. Effectivement, là, je rebondis sur cette notion de sécurisation ergonomique. Je pense effectivement à la limite du prescrit et de la règle. Et effectivement, il y a une forme de paradoxe, parce que quand on regarde ce qui se fait dans la plupart des entreprises, on va avoir des accords sur la modulation de temps de travail, on va avoir des horaires variables, où on peut arriver plus tard parce qu'on a besoin, parce qu'on est fatigué. Voilà. Et effectivement, dans le cadre du thérapeutique, là, on va rapporter de la rigidité. C'est-à-dire que les gens qui sont bien portants, on reste de la souplesse pour faire face à l'activité et à leurs besoins du quotidien. Et parce que la personne est malade, là, on va remettre de la rigidité. Et effectivement, l'exemple de la coopérative, je trouve ça intéressant, cette notion de marge de manœuvre. Et on voit très bien, en termes de risque psychosocial, c'est quand même un des facteurs de risque. Et c'est ça, cette souplesse-là, cette capacité à travailler dans le temps, à la durée, à accélérer, à ralentir. Et là, j'ai une image qui m'est venue dans le monde du travail, un monde du travail très particulier, c'est le monde du sport. Il n'y a pas un habit d'aptitude où je suis apte et je rentre direct sur le terrain. Non, la personne va revenir doucement, il y aura, voilà, elle sera accompagnée avant de rentrer sur le terrain. Et ça, on ne parvient pas à le faire dans la plupart des environnements de travail, malheureusement. C'est très, très binaire. Je suis apte ou je ne suis pas apte. Et il n'y a pas de droit d'embrayage pour glisser progressivement. En fait. Là, je pense que c'est la limite aussi du droit et de cette crainte de se On enchaîne alors avec, on avait imaginé, avant de vous montrer sur quoi on a essayé de progresser grâce à tout ça, évidemment, et les propositions qu'on porte aujourd'hui. Certaines, vous en avez ici, mais il y en a ailleurs, je vais vous en donner un aperçu. Ben, j'aurais aimé peut-être pour terminer, vous partager un récit qui, lui, est complètement hors norme, mais qui fait bouger beaucoup de choses. Voilà, quand je l'avais fait, Champeau, qui est la rédactrice en chef de la revue L'Ami, et je l'avais partagé aussi avec le directeur général de l'INTEFP, en disant, mais ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit possible? Et je pense qu'effectivement, j'ai envie de le partager avec vous, parce que je pense que c'est bien cette catégorie-là que ça fait exploser. Et à un moment donné, il faut arrêter de raisonner sur la maladie serait un ensemble de pertes qui nous rendra encore plus vulnérables, et les médecins devraient être encore plus précautionneux. La maladie, c'est du désordre, etc. Et pour pouvoir remettre les choses en ordre, eh bien, à un moment donné, il faut multiplier la flexibilité, les marges de manœuvre, la possibilité de... Et ça, aujourd'hui, les systèmes ne le permettent pas. Et peut-être, je voudrais prêter ma voix au récit de quelqu'un qui me dit c'est pas un cancer du sein, c'est pas une femme. Et ça nous apprend beaucoup aussi, et c'est pour vous montrer que le cancer du sein n'est qu'une loupe sur des enjeux beaucoup plus larges. Donc il dit, quand je croise la maladie, je suis cadre, expert, dans une équipe qui délivre des services informatiques et télécoms aux entités opérationnelles de l'entreprise. On a des questions de sécurité, de sûreté. Je suis sur des questions pointues, avec de l'expertise qu'on partage dans l'équipe à laquelle j'appartiens, et avec chacun ses domaines de prédilection. Je suis arrêté 1 an pour le soigner, il apparaît que c'est plus grave que prévu. Je demande à pouvoir travailler. Pour faire quoi? Ce que je pourrais faire d'utile, pour ne pas perdre le lien social aussi. Mais dans mon état, pas possible de travailler, il n'y a rien qui cadre des situations comme la mienne, dans l'état actuel de sa santé et du droit. En avril 2021, mon manager m'a parlé d'une expérimentation pour permettre de voir comment répondre aux gens qui, comme moi, sont malades et qui voudraient travailler pour aller mieux. J'ai dit oui. Rapidement, on a monté une réunion avec mon manager et C, qui est responsable RH et qui participait à l'expérimentation. L'expérimentation prévoyait de baliser le terrain avec une convention qui précisait le contexte, pas ma maladie, mais plutôt ce que je pouvais faire ou pas, en lien avec ma santé. Et donc, surtout qui détaillait ce que j'allais faire, comment j'allais le faire. Sachant que ce qui était le plus chaud, c'est qu'on devait écrire que je ne pourrais travailler qu'en fonction de mes possibilités.
On a travaillé ça avec mon manager, un collègue qui allait être en doublon quand je serais obligée de laisser en plan les choses prévues, et puis la RH. Et ensuite, la visite à distance avec le médecin du travail, avec le médecin conseil, et puis ensuite, on était en réunion tous ensemble. J'avais les cartes en main, je l'ai parfaitement compris. Ils ont été à mon écoute. Au début de l'expérimentation, je suis restée en arrêt, mais je travaillais en fonction de mes possibilités. C'était pendant 3 mois. Ensuite, c'était l'inverse. J'étais plus en arrêt, mais je travaillais pareil, toujours en fonction de mes possibilités, 2 mois. Et après, j'ai repris normalement mon activité, mais c'est elle qui a changé pour s'adapter. Pendant mon absence, c'était mon manager et les adjoints qui s'étaient répartis le boulot, donc ils étaient ravis que je revienne, même un peu. Moi, je l'ai complètement ouvert à des missions différentes. Au démarrage, on a pris des missions légères et puis j'ai complété au fur et à mesure. On se faisait une réunion tous les 15 jours, on se faisait un point sur l'activité. C'était le bon rythme pour les entretiens formalisés, officiels. Mais on avait un relationnel quasi quotidien avec mon manager, on s'ajustait. Aujourd'hui, je suis correspondant sécurité pour le service informatique. J'ai une activité sur la gestion des incidents de sécurité qui sont déclenchés par les salariés. Dans mon activité, on sait qu'il ne peut y avoir que des tâches interruptibles pour ne pas mettre en difficulté les autres au cas où. Et j'ai quelqu'un avec qui je travaille, une sorte de doublure. Il n'avait pas une activité à temps plein, il peut me décharger. On a le même manager, c'est pratique. J'ai toujours voulu garder une activité, ça me permet de ne pas ressasser. J'oublie en travaillant. Mais j'ai appris à décoder. Certains jours, j'ai tellement de douleur que je ne peux pas travailler. J'ai appris à réguler l'effort et à doser pour ne pas payer le lendemain. Je récupère pendant que je travaille. Je ne toujours pas la meilleure hiérarchie. Ça ne me pose aucun problème. C'est comme ça. Donc là, on est effectivement dans un cas extrême. Une reprise, la question, voilà, il est juste question de quelqu'un qui dit aidez-moi. Voilà, m'aider, c'est mon bien que le boulot. Pas n'importe quel boulot, un boulot extrêmement proche, évidemment, de cœur de compétence de la personne, mais pas n'importe quel boulot, parce que c'est un boulot sur lequel il faut pouvoir s'interrompre ainsi, ou poser le crayon. Et donc, en fait, on voit bien que là, il renverse complètement la façon de raisonner. C'est-à-dire que, pour ceux d'entre vous qui connaissaient les territoires zéro chômeur, les territoires zéro chômeur, ils n'ont pas du tout cherché des emplois. Ils ont cherché de l'activité. Une fois que l'activité a été intéressante, etc., il a été possible de lui donner de la valeur et quelquefois d'en faire un emploi. Et là, c'est pareil. On cherche d'abord de l'activité. S'il y a de l'activité qui est utile, qui permet d'exercer ses responsabilités dans le cadre très contraint qui est le sien, donc après, comment on l'encadre? Donc vous voyez là, c'est dans le cadre de l'expérimentation que ça a pu être fait. Mais aujourd'hui, et je reviens sur ce que disait Madame Thorin, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a une très grande méconnaissance d'un tas de trucs. Avec l'essai encadré, par exemple, il est tout à fait possible de travailler en étant en arrêt maladie. Donc aujourd'hui, on pourrait imaginer une extension de l'essai encadré pour pouvoir permettre à des gens sur des périodes temporaires, évidemment. Mais vous voyez, des gens en rechute, des gens, etc., qui à un moment donné ont besoin, absolument besoin. La dame de la coopérative, elle dit ça aussi. Elle dit qu'elle est retournée, parce que sinon, voilà, sa vie toute seule, en lune à lune, avec son mari qui disait ça va, t'es sûr que ça va aller. Elle disait que c'était insupportable et qu'elle avait absolument besoin. Bon, là, elle était dans un parcours de rétablissement. Lui, il est dans un parcours de vivre avec. L'issue est très incertaine, etc. Il n'a jamais parlé de sa maladie. Vous voyez, il parle des contraintes qui s'exercent dans son activité, mais des ressources aussi qu'il a pour son activité. Je me demande si Florence Thorin ne cherche pas à intervenir un moment. Non, j'ai peut-être pas. Désolée, j'ai peut-être pas baissé ma main. Non, je n'ai pas baissé ma main. J'en suis désolée. Voilà, donc on avait envie de vous. On avait aussi envie. Ouais, il y a une question. Bonjour, je travaille dans une association porteuse d'un programme OTP et de SOS. Je m'interroge sur l'accompagnement de personnes que nous pourrions mettre en place pour évoluer dans cette reprise professionnelle. Alors, on peut en parler après. Peut-être qu'on peut réinjecter un peu de contenu ou vous voulez qu'on reparle de ce cas?
La première fois qu'on a présenté le cas, dans une grosse réunion à EDF qui a été un partenaire très précieux. Beaucoup d'entreprises ont été partenaires du projet, vous allez le découvrir dans un instant, mais EDF est un partenaire très précieux. Parce qu'en fait, eux, ils avaient une contrainte. Florence Lecorin évoquait la méconnaissance. À EDF, on ne peut pas être moins qu'à 17h50, à 17h30, pardon, en temps partiel thérapeutique. Et donc, il y a des tas de gens dont la santé ne permet pas de travailler en temps thérapeutique, qui aujourd'hui reprennent en temps thérapeutique, prennent des jours de congé, vous voyez un peu, pour pouvoir se doser un temps de travail compatible avec leur. Et donc, eux, il y avait une vraie légitimité à dire, en fait, on a plein de trous dans la raquette, notre système est assez généreux, évidemment, là, mais on n'a pas besoin d'un système plus généreux, on a besoin d'un système plus flexible. Et on a beaucoup vu cela sur le télétravail aussi. Les gens, ils ne voulaient pas plus de jours de télétravail. Ils voulaient pouvoir appeler et sans demander la permission. Cette fameuse question de culpabilité ou d'être en dette sans demander la permission. Aujourd'hui, c'est pas une journée top, je peux rester chez moi. Donc, finalement, c'est la flexibilité. Pas... Est-ce qu'il y a d'autres questions là, ou est-ce que je vous montre rapidement du coup maintenant que vous avez vu substantiellement Moi, je trouve quand même que les exemples de flexibilité heureuse qui doivent être évidemment pris en compte et nous intéresser, nous questionner, ne doivent pas faire oublier quand même que c'est surtout la règle qui protège et que si on a quand même une restriction, on veille à donner des tâches selon les capacités, etc. C'est avant tout pour protéger non seulement la personne, mais au-delà. Et parce que dans l'exemple que vous donnez des territoires zéro chômeur, ça avait aussi été controversé parce que beaucoup de syndicats estimaient que c'était donner des emplois non soumis à cotisation sociale à des personnes qui se retrouvaient finalement à être dans un cadre moins sécurisé et à occuper des emplois non cotisants. Donc, enfin, il y a toujours un revers de la médaille à la flexibilité. Le mieux est l'ennemi du bien, absolument. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi les syndicats sont partis dans ce projet et dans notre projet, les syndicats salariés, c'est parce que entre un tiers et la moitié des demandes qui leur remontent, c'est des gens qu'on a mis en inaptitude et qui disent en fait, je voudrais travailler, je ne comprends pas pourquoi on m'a mis. Donc, il faut être lucide aussi sur les situations qui se cristallisent autour de cela. Toutes ne sont pas des situations injustes dans lesquelles on les a mis en inaptitude et ça serait vraiment scandaleux, etc. Mais vous voyez bien que penser que les systèmes qui existent aujourd'hui suffisent, non. On l'a bien vu pendant le Covid. C'est quoi la différence entre malade et pas malade? À quel moment vous êtes malade? Autant que le médecin peut dire que vous étiez malade, vous n'êtes pas malade, etc., etc. On voit bien que les catégories sont très largement bousculées par le dedans-dehors, etc. Donc, des modèles existent qui nous aident à penser, parce que, encore une fois, vous avez raison, le mieux est le bien, donc attention, on n'est pas tout ouvrir, mais il y a quand même aujourd'hui, à mesure que l'espérance de vie en santé après une maladie grave augmente, à mesure que les effets thérapeutiques s'améliorent et que donc des maladies chroniques continuent de permettre de travailler, il y a des situations inédites qui arrivent à l'agenda des entreprises, qui sont le fait que des gens malades travaillent. Et ça, on peut toujours dire, écoute, t'es trop fatigué, rentre chez toi, puis quand il ira mieux, tu reviendras. Ou on peut se dire, c'est quoi un régime de travail soutenable qui permet différents types de capacités productives puissent. C'est vraiment en tension. Ça vous va si je passe quelques slides qui vous permettent de resituer le projet et notamment ses résultats, puisqu'il n'y a pas que ça. Ça vous va? Ah, merci. Moi, j'avais juste une dernière remarque, plutôt, qui me semble être un sujet très intéressant et en lien avec justement tout ce qui est cette adaptation vie professionnelle, vie extra-professionnelle.
tous les dispositifs, parce qu'on travaille en ce moment pas mal avec notamment la GIRC-ARCO, hein, les dispositifs de salariés aidants. Parce que finalement, ces gens qui travaillent avec des maladies chroniques peuvent aussi avoir, hors travail, des besoins pour finalement être soulagés dans leur vie extra-pro qui leur permettra de mieux revenir au travail. Et je pense que finalement, ce sujet des maladies chroniques, il doit effectivement être travaillé aussi avec ces dispositifs des caisses de retraite qui permettent de venir en aide sur la situation extra-professionnelle. Notamment pendant la période où la personne, elle peut être y compris en soins, quoi. En fait, au début, on avait très envie, on voulait démédicaliser cette question. Alors évidemment, quand un projet s'appelle Travail et Cancer, c'est pas évident de démédicaliser la question. Mais c'est pour ça qu'on s'était intéressé aussi à la situation des aidants. Pas des gens avec maladie chronique, mais à la situation des aidants. C'est-à-dire que nous, notre point d'entrée, qu'on ait eu un cancer, qu'on soit aidant, qu'on ait une maladie chronique, notre point d'entrée, c'est le fait que dès lors qu'on a une capacité productive variable et incertaine, alors tout se complique. Et les dispositifs en vigueur sont très peu adaptés à cela. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de dispositifs compensatoires, mais pour revenir sur la question que posait la personne TPSOS, on a peu de dispositifs d'accompagnement habilitants. Des dispositifs dans lesquels, typiquement, le monsieur, typiquement, la dame de l'assistante maintenance de la coopérative, l'école, typiquement, etc. Des dispositifs habilitants, c'est-à-dire des dispositifs qui ont permis, en capacitant, on dirait plus volontiers dans le domaine du travail, hein, des organisations capacitées. Voilà. Et que, en fait, le compensatoire, il s'épuise vite dans un certain nombre de cas, puis surtout, il concerne les gens qui demandent. Alors que beaucoup de gens n'osent pas demander, ne veulent pas demander. C'est très bien qu'on doit avoir leur droit. Donc voilà, tout ça est en tension. Hein. Il n'y a pas une réponse qui serait contre l'autre. Je vous montre les slides que j'avais préparés. Ils sont dans le partage. J'ai une petite banque de slides. Alors, attendez, je continue. Il n'y a pas un... On va aller vite. Maintenant, vous avez compris les choses sur le projet. Voilà. Celle-là, peut-être, pour démarrer. Qu'est-ce qu'elle vous montre? Attendez, on va retirer de l'écran le camarade. C'est bon pour ceux qui sont à distance, vous voyez? Alors, voilà, on a un dispositif de travail. On a d'abord travaillé, comme vous le voyez, à gauche de l'écran, dans un dispositif d'innovation ouverte, plusieurs phases. Une phase exploratoire avec des entreprises de taille intermédiaire, puis une phase d'expérimentation. Tout ce qu'on a expérimenté, tout ce qu'on a, voilà, sur quoi on va arriver dans les résultats avec les entreprises qui se figurent ici. Et on est aujourd'hui il y a eu une phase en extension avec des collectivités territoriales et on arrive ici dans une phase avec de nouvelles expérimentations institutionnelles dans le cadre du partenariat avec l'ANACT. Je vous ai parlé des organisations syndicales tout à l'heure. Effectivement, les organisations syndicales, à l'origine, étaient très intéressées par le projet parce que les questions du travail constructeur de santé, tout le monde en parle, mais elles sont où? Elles sont très discrétionnaires, elles sont très... voilà, on est dans des discours très performatifs, mais pour de vrai, c'est équipé comment, c'est apprécié comment, etc. Donc, en disant si ce projet peut être l'occasion de nous aider à cela. Vous voyez les institutions de recherche qui nous ont accompagnés, notamment à travers un conseil scientifique. Et puis, évidemment, c'est un projet d'innovation ouverte. Les institutions qui nous ont permis à la fois de soutenir le financement du projet, de le faire exister, mais aussi d'envisager assez rapidement, le plus rapidement possible, des débouchés. Des débouchés en matière d'innovation.
Alors, avec des calendriers institutionnels, peut-être on en redit un mot, parce que ça revient à la discussion que nous avions à l'instant sur le fait de finalement comment s'expriment ces tensions aujourd'hui. Et en fait, on voit que les calendriers institutionnels sur les questions de santé publique et de santé au travail, ont à la fois des éléments de convergence, mais pas que. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, du côté de la santé au travail, le fait que les questions de maintien soient des questions qui débordent très largement les entreprises, et puis avec ce qui se joue aujourd'hui autour de la réforme des retraites, autour de reconsidérer les questions du travail, les conditions du travail, les questions de pénibilité, vraiment, etc., et puis l'aménagement de fin de carrière, et puis etc., arrive peut-être un nouveau registre. En tout cas, dans le PST4, c'est une des priorités, dans le plan santé au travail, c'est une des priorités, à travers des expérimentations. Parfait. L'Institut national du cancer, lui, résolument porte à l'échelle française et européenne le fait que dans les axes qui permettraient de progresser aujourd'hui sur les questions du cancer, il y a bien la vie après, et dans la vie après, des tas de changements de paradigme qui aujourd'hui font revisiter les questions du travail. Avant, quand vous aviez un cancer, on vous disait reposez-vous bien, surtout. Aujourd'hui, on vous dit il faut vivre le plus possible normalement, et tous les oncologues anticipent qu'avec la recommandation de la Haute Autorité de Santé sur le maintien en emploi, demain, on dira si vous pouvez conserver une activité professionnelle. Donc, on voit bien que les choses ont beaucoup évolué autour de cela et que pas grand monde n'est prêt finalement à répondre à ça. Et puis, du côté du handicap, aujourd'hui, il y a le modèle compensatoire du handicap qui craque de façon débordé par l'obligation d'emploi et par tout ce qui se passe autour de cela. Et en fait, une ouverture aujourd'hui aux questions d'organisation et de prévention, d'anticipation et de prévention de ces acteurs publics. Bon, voilà. Donc, en fait, le terrain est mûr. Je dirais, alors, attends, comment je fais? J'ai toujours pas. Je n'arrive pas à faire. Voilà. Alors, voilà, dans ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit le premier projet. L'idée, c'était vraiment ce projet d'expérimentation que vous avez vu représenté à plat dans le système d'innovation ouverte. Tous ces systèmes-là fonctionnent par itération successive, hein, donc on explore, on prototype des solutions possibles, on les met en œuvre, on voit ce que ça donne, on les met en discussion avec l'ensemble des acteurs institutionnels, recherche, syndicats, personnes concernées, etc. Et c'est ce qui nous a amené à la proposition, donc à la fin 2022, la proposition d'un modèle élargi du maintien en emploi, où on voit l'idée d'un régime de travail en santé. L'idée, c'est qu'on puisse travailler en préservant sa santé, hein, et non pas ne travailler que quand on est en bonne santé. Et donc, qui est fondé sur des accommodements de travail flexibles et de l'initiative concertée. C'est ça qu'on développe, avec des premiers effets qu'on observe sur la question de l'élargissement du temps partiel thérapeutique, la piste d'un esprit, vous verrez sur des situations. Voilà, dans les résultats qu'on a aujourd'hui, dans des résultats qu'on a, on dit toujours qu'il ne faut jamais faire une slide comme ça, et c'est complètement. Voilà, mais j'ai essayé de tasser dans une seule slide différents types de production du projet récente, hein, c'était production de 2022. En fait, il y a eu un gros travail qui a été fait par France Stratégie. Vous voyez ce que c'est que France Stratégie, ça fait sûrement un bonnet alors. Dans études et leurs documents, par France Stratégie, autour des questions de soutenabilité du travail. Et nous, on a à la fois bénéficié de ces travaux, puis surtout on a beaucoup contribué dans ces travaux pour réfléchir, pas forcément avec l'entrée maintien, qui nous fixe sur un temps donné, mais avec l'entrée soutenabilité. Je veux dire, encore une fois, les épreuves de la vie ne s'arrêtent pas aux frontières de l'entreprise, et la question de la soutenabilité du travail, de comment on peut équiper cela, peut être une vraie inspiration là-dessus. Et donc, il y a des parutions sur la question du travail en santé qui apparaît, hein, dans ce séminaire et qu'on fixe dans ce séminaire de France Stratégie. Ensuite, on a beaucoup travaillé, si on descend, à travers l'idée de vivre en santé, au travail et au chômage. Donc, vous voyez cette notion de « en santé » qui s'impose petit à petit. Là, on a une parution de l'INRS qui consolide les interventions qu'on a faites à l'occasion d'un grand colloque au CNAM le 30 septembre dernier.
Donc, cette notion de en santé, probablement, ouvre des voies. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On a la semaine sociale de l'amitié, la revue, donc là, qui était en octobre, en novembre, je ne sais plus, octobre. En février, la revue Droit Social, qui a un dossier spécial cancer et droit du travail, dans lequel on a aussi un article, dans lequel il y a des articles très intéressants qui montrent à quel point, aujourd'hui, en l'état, effectivement, le droit, tel qu'il est construit, ne permet pas d'accueillir toutes ces situations qui s'invitent à l'agenda des entreprises, des DRH, des managers, des élus du personnel, etc. Et puis, qu'est-ce que je vous ai mis ici? Le dernier, c'est le bilan intermédiaire de la stratégie décennale de l'INCa, dans lequel il y a un focus sur on va élargir le temps partiel thérapeutique. Okay. Donc, voilà. Plus globalement, nous, ce qu'on a mis en évidence dans notre modèle, c'est le fait que, en fait, différents types de régimes de maintien existent, de travail existe, pardon, et les modèles de maintien associés ne sont pas du tout les mêmes. Et on illustre ici à travers des modèles de maintien très différents, dont on s'est inspiré, auxquels on a emprunté, pour pouvoir confronter avec tous les récits d'expérience, et pas que les 4 ou 5 qu'on a partagés, entre 200 et 300 personnes concernées, donc on a une grosse base de situation. Le Canada, par exemple, nous invite à réfléchir aux accommodements régionaux. L'Allemagne nous invite à réfléchir à la gestion intégrée du travail en santé. L'Allemagne part du principe que l'activité se construit, l'aptitude se construit au contact de l'activité. Et puis, l'Australie nous invite à réfléchir au Right to Request for Flexible Working Arrangement, qui est donc l'idée de dire qu'en fait, en Australie, il n'y a pas besoin d'être malade. On peut avoir un an d'ancienneté, on peut être aidant, on peut avoir un mandat, on peut être bénévole dans une association d'intérêt général, on peut être, etc. Et avoir le droit de demander des accommodements de travail flexible. Pour pouvoir justement avoir plusieurs vies dans une, peut-être aussi. Et nous, il nous semble que dans le sujet, pour revenir sur la question de votre camarade, de dire attention à ne pas ouvrir la porte à tout un tas de choses, il nous semble qu'aujourd'hui, un des dangers, et on l'a vu dans pas mal d'entreprises, avec des gens qui se comprenaient, lui, il a bossé, ou elle a bossé pendant son cancer. Moi, quand je me suis fait une entorse au genou au ski, j'ai été absente 3 mois. Et là, aujourd'hui, je me dis, enfin, j'ai la honte, etc. L'idée, c'est pas de fabriquer des concours de beauté. L'idée, c'est pas de dire qui est courageux, pas courageux, etc. L'idée, c'est de rendre possible le fait de travailler pour des gens qui en éprouvent le besoin, qui ont l'impression qu'ils iront mieux s'ils peuvent travailler. Il y a des gens qui en profitent pour faire du théâtre, il y a des gens qui en profitent pour faire, etc. Voilà. Notre idée n'est pas du tout de dire il faut. Mais, encore une fois, la recommandation de la Haute Autorité de Santé va multiplier. Nous, il nous semble que la piste du right to request est très intéressante. Le fait de dire que je pourrais être, j'ai un pépin, je peux avoir le droit de demander à avoir des aménagements de travail flexibles. Donc, cette piste-là, elle est entendue évidemment par la Direction générale du travail parce qu'elle est construite, il y a des reculs, etc. Alors après, comment on en trouve au bout, dans quel type de contrat? Parce que, évidemment, derrière, ça nécessite que l'entreprise, elle soit, elle, engagée collectivement dans est-ce que c'est un accord, est-ce que c'est un référentiel, est-ce que c'est pour du travail en santé. Vous comprenez, on ne va pas juste traiter au cas par cas le right to request. Madame Machin, on dira oui, monsieur Bidule, on dira bah non, c'est pas terrible. Il faut que l'entreprise s'engage collectivement. Le right to request ne doit être qu'une mise en œuvre, situation par situation, d'un engagement. Voilà, encore une fois, à travers une des entreprises partenaires, vous avez peut-être vu la MSA, ils sont en train de travailler sur un accord de méthode qui serait celui-là. J'en avais encore une ou deux à vous montrer. Voilà, peut-être juste celui-là, ça suffira. En fait, qu'est-ce qu'on a mis dans notre modèle pour essayer de répondre donc, aux situations que vous avez vues autour des accommodements de travail flexibles et d'initiatives concertées? L'idée, c'est de dire qu'en fait, une entreprise qui aurait envie de répondre favorablement à cela, elle s'engage. Alors évidemment, tout ça aujourd'hui est l'état d'expérimentation, hein, on est bien d'accord.
Elle s'engage en négociant un accord ou en déposant à l'adresse ou à la DGT, si elle est à l'échelle nationale, le référentiel de maintien et de travail en santé qu'elle va mettre en œuvre dans son périmètre. Donc, elle explicite comment, d'une part, le diagnostic partagé dans lequel elle est, dans telle ou telle entreprise, on a des inaptitudes, des licenciements pour inaptitude, des arrêts maladie, longue durée, à qui mieux, etc. L'entreprise, elles sont toutes rouges. Évidemment que, bon, il va falloir qu'elles soient à peu près suivies avant qu'on sache si le right to request peut être mis en œuvre. Par contre, telle autre entreprise, effectivement, a des gens non seulement anciens mais âgés, ou âgés mais anciens, a très peu d'inaptitude, a très peu, encore une fois, de congés maladie longue durée, ou en tout cas pas plus que, bon, peut-être qu'elle, effectivement, elle est déjà dans sa façon de concevoir son actif. Un peu comme dans notre entreprise où il y avait la dame à l'accueil, dans quelque chose dans lequel l'entreprise, son organisation est relativement inclusive, pas obligée de. Donc, on voit bien l'intérêt d'avoir un diagnostic pour mieux comprendre les environnements dans lesquels on aura des entreprises avec un travail soutenable et d'autres dans lesquels on. Et puis ensuite, dès qu'une fois que l'entreprise elle a admis qu'effectivement elle est d'accord avec le fait que le travail peut être constructeur de santé, que le salarié est maître d'ouvrage, donc on va l'aider à faire ce que lui souhaite faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider de sa place, comme c'est le cas en santé de plus en plus, heureusement. Et puis qu'un régime de travail souple permet de faire un travail, des arrangements flexibles et donc un travail en santé. Si l'entreprise admet cela, alors on peut rentrer dans un dispositif dans lequel elle va pouvoir mettre en œuvre ce qu'on a appelé les conventions temporaires d'initiative concertée, exactement ce qu'on a fait avec le monsieur de l'EDF pour expérimenter. Hein, c'est ça l'expérimentation dont il parle. Et dans les conventions temporaires d'initiative concertée, eh ben, on a effectivement le fait que voilà, on va construire la possibilité, on a fait un travail au forfait, où on ne explique pas ce que les gens font et le temps qu'ils y passent. Pourquoi on n'aurait pas une convention temporaire d'initiative concertée dans laquelle les gens pourraient travailler quand ils veulent, quand ils peuvent, quand ils tentent, sur une activité qu'on a définie à l'avance et qu'on pilote par les livrables et pas du tout par des objectifs. Voilà, quand ça a suffisamment avancé, en fait. Et puis si la personne n'a pas travaillé, ben, ça va. Et à la fin, effectivement, c'est là qu'on pourrait avoir un inscrit. C'est-à-dire, bon, très bien, elle était en arrêt pendant 2 mois, et pendant 2 mois, en fait, elle a bossé une semaine 10 heures, une semaine 3 heures, une semaine 5 heures, peu importe, et ça fait tant d'heures, et voilà, on les doit. Mais tant qu'on est. Alors, ça peut paraître. Soit on est capable d'imaginer qu'on peut se faire confiance et que ces types de dispositifs peuvent exister, soit on pense que le seul moyen de faire fonctionner notre système, c'est de protéger les gens même malgré eux, et auquel cas, c'est compliqué, en tout cas c'est difficilement compatible avec cette idée que le progrès social, ça puisse être aussi le fait de rendre possible le fait de travailler en étant malade. C'est un peu de temps pour moi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Des réactions? Je voulais savoir si, selon vous, le télétravail pouvait être une solution pour permettre de plus d'être dans un environnement plus calme et peut-être d'enlever tout ce qui est charge au niveau des trajets, etc.
Dans ce qu'on a observé sur le terrain, quand on a démarré les expérimentations, c'était le 4 février 2020. Donc, inutile de dire que très rapidement, on a eu des vrais terrains d'expérimentation sur la question que vous posez. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était le contraste. On a eu pas mal de gens qui nous disaient, et notamment des dames concernées dans différents types d'environnements. Vous avez vu, vous voyez l'école, ça, dans les environnements tertiaires supérieurs, vous pouvez vachement contente parce que maintenant, tout le monde voit que c'est difficile le télétravail quand on est. Voilà, parce que mes collègues, là, ils n'ont peut-être pas eu de cancer, mais ils ont des gosses à la maison, ils ont des devoirs à faire, ils ont ça. Ils voient bien que la capacité productive, elle est variable et incertaine pour eux aussi, pas pour les mêmes régions, mais on est tous dans le même stack. Et donc, en fait, la question du télétravail, elle est très utile, mais elle n'est pas une baguette magique. Elle est très utile dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Pour de nombreuses personnes, notamment dans certains des secteurs d'activité qu'on a vus, le télétravail, les personnes disent, quand vous êtes tout seul chez vous à batailler sur les trucs, etc., ben, c'est horrible. Alors que dans la ruche, c'est crevant, mais au moins, c'est le travail tel que. Donc, on a fait un dossier spécial là-dessus qu'on pourra vous mettre à discussion, puisqu'évidemment, on a pu participer à la négociation nationale. Nous, on a beaucoup insisté sur le fait que si les gens ont vraiment besoin de télétravail pour plein de raisons, de temps de trajet, de que sais-je, hein, alors il faut vraiment raisonner sur quel type d'activités sont télétravaillables. On sait bien qu'on n'emmène pas son travail chez soi. Et que des activités qui sont super fluides quand on est avec le corps dans la pièce, dans les interfaces, dans les slides, il suffit de jeter un coup d'œil, c'est bon, il y a l'info, enfin bon, deviennent laborieux, qui demandent de l'explicitation, qui demandent, etc., qui deviennent vraiment très intenses à partir du moment où on les fait chez soi. Donc l'idée de chez soi, on serait au calme, ça irait mieux, c'est une fausse idée. Ce soit on est au calme, et ça peut aller mieux pour des activités qui ont besoin d'être tout seul chez soi au calme. Pour les autres, ça n'a aucun intérêt. Donc oui, très bonne question. Mais c'est toujours pareil, c'est bien autour de l'activité qu'on va pouvoir construire une solution soutenable. L'inverser aux salariés en régie. Oui, tout de l'OETH. C'est les négociations qu'on a avec. Alors, le salaire versé aux salariés en reprise concertée pourrait-il être déductible de l'OETH pour compenser l'investissement en termes de temps et organisationnel investi pour l'accompagnement du salarié, qu'il soit ou non OETH? Bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Alors aujourd'hui, on ouvre la voie dans plusieurs directions autour de cela. La première voie qu'on avait ouverte, mais qui n'a pas marché dans les expérimentations, c'est celle qui concernait les prévoyances. Dans une entreprise dans laquelle il y a 1000 personnes, dont, admettons, 500 femmes, de tel âge à tel âge, on sait exactement dire combien il risque d'y avoir de situations engendrées par des cancers, etc. Les statistiques nous aident à cela. Donc, on sait exactement dire combien on pourrait élever, parce que quand votre société, votre institut de prévoyance a un cancer, relève des statistiques d'une entreprise dans laquelle il y a un cancer, il y a une provision qui est passée. Les actuaires provisionnent pour une femme d'une quarantaine d'années de l'encadrement intermédiaire, enfin pas d'encadrement d'ailleurs, sur un poste intermédiaire, vous voyez, entre, je ne sais plus exactement si c'est de l'ordre de 1 800 € par mois, la provision elle est de 400 000 €. Donc vous imaginez qu'avec toutes ces provisions, si on sait que le travail en santé peut exister, on peut peut-être imaginer avoir des ressources qui permettraient non pas, alors bien sûr qu'il y a des soins de support, bien sûr qu'il y a des soins de etc. et que heureusement les organismes de prévoyance font de plus en plus de choses autour de cela, mais peut-être qu'on pourrait essayer aussi de socialiser cette somme et de la rapatrier pour pouvoir imaginer qu'on ne va pas
financer, s'il faut y passer, que des cours de reprise de confiance en soi en dehors de l'entreprise et sans ses collègues, alors que peut-être elle aurait juste besoin, la dame, que effectivement, pendant 15 jours, un mois, elle puisse revenir à son poste sans forcément, bien sûr, que son ETP pèse et que du coup, elle ait du temps pour se revenir, etc. Bon, ça, c'est une des premières pistes. L'autre piste, c'est effectivement le fait de dire, aujourd'hui, on en parlait avec Olivier ce matin, est-ce qu'on trouve normal que dans des entreprises qui sont à 6%, donc très bon élève, c'est parfait, elles ont leur quota, mais dans des conditions de travail insupportables, donc en fait les gens sont devenus bénéficiaires de l'obligation d'emploi travailleurs handicapés pour essayer de se protéger d'une manière ou d'une autre dans des organisations compliquées, là où d'autres entreprises, prenons notre entreprise, encore une fois modèle là, de la dame à l'accueil, elle est peut-être à 2,5%. Et donc, elle paye le delta entre les 6 et les 2,5. Pourquoi elle, il n'y aurait pas quelque chose qui ferait dire, bah oui, effectivement, il n'y a pas besoin chez vous de solliciter une infirmière qui s'occupe d'aménager et d'être à l'aise avec vos besoins, etc. Pourquoi il n'y aurait pas cette discussion-là? Cette discussion-là, elle est évidemment libre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la GFIP réfléchit, mais vous voyez bien comment tout ça est compliqué. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de toutes ces questions, mais la GFIP réfléchit bien dans sa stratégie aujourd'hui à avoir des dispositifs qui ne soient pas que des dispositifs compensatoires, mais bien des dispositifs de type prévention. C'est révolutionnaire, hein, mais c'est vachement important. Une question. Au travers des récits, on a pu aborder de nombreuses thématiques, notamment la communication, l'accompagnement, la situation. Et dans ce cadre, je m'étais demandé si ce n'était pas pertinent de justement mettre en place un référent au sein de l'entreprise, justement, qui agirait sur cette thématique, qui accompagnerait les personnes qui sont en longue maladie et qui, comme on peut le faire actuellement avec le référent handicap, pourrait justement conseiller et adapter notamment l'organisation du travail à cette personne. Très bonne question. On a expérimenté, nous, un référent collectif. Parce qu'il nous semblait qu'un référent individuel, ça devient celui à qui on demande ce qu'il faut faire. Alors que ce qu'il faut faire, ça se discute dans l'espace concret de travail, avec l'aide des uns et des autres. Donc, je pense que votre question, elle est très intéressante, mais elle nous amène, nous, en tout cas, à plutôt militer pour un référent collectif. Et la formule, elle est racontée ici par Hélène Bonnet, qui a monté un dispositif chez Sanofi qui est intéressant et qui est en train de se monter dans d'autres types d'environnements, qui est un dispositif de pairs et d'experts, XPAIR, non, des experts. Un dispositif qu'ils ont appelé des antennes cancer et travail générationnel. Et donc, l'idée, c'est de dire que tous les sites sont équipés d'un espace dans lequel les gens ont signé, bien sûr, une cause de confidentialité, et ils sont au service de tous les protagonistes des situations qui interviennent. Parce que moi, je suis manager, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui revient, qui n'était déjà pas terrible avant sa maladie, et qui là revient. Et voilà, je fais quoi? C'est-à-dire, ça ne va pas du tout, je suis en très grande difficulté. Toute l'équipe me regarde comme ça en me disant, est-ce que je vais enfin faire quelque chose? Vous voyez, toutes les situations ne sont pas des situations joyeuses, de flexibilité. Voilà. Il y a des situations dans lesquelles les uns et les autres sont en difficulté. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de savoir comment aller travailler sur cette situation. Et là, l'idée de cet espace, de ces antennes, par exemple, qui sont une sorte de référent collectif, c'est qu'ils sont consultables une fois par semaine, il y a une permanence, tel jour ou tel jour, peu importe. Dans l'antenne, elle est collégiale. Elle est composée de 6 composantes. Il y a forcément un salarié expert, donc qui est là comme un patient expert on a transposé par rapport au monde de la santé. Donc un salarié qui a des sphères d'expérience du travail auprès. Il y a un manager qui en a l'expérience, c'est-à-dire qui a déjà fait un retour, qui a eu l'expérience pour lui-même dans sa chaîne, ou qui a fait un retour, enfin bref, qui a l'expérience. Assistante sociale, parce que là, on était dans une entreprise riche, mais on peut tout à fait imaginer la façon de faire.
médecin du travail évidemment, RH, et qui j'oublie. Infirmière. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans un espace dans lequel la discussion est vraiment une discussion autour des ressources dans l'activité. L'idée, c'est pas de savoir ce que monsieur ou madame machin a, c'est de dire où est-ce que j'ai du temps. Ben, cet ETP-là, je peux le garder parce qu'en fait, j'ai quelqu'un qui part en congé mat dans un mois, je vais garder, etc. Comme ça va marcher. Ah ben là, j'ai un nouveau projet, en fait, j'ai de l'activité. Donc, la recherche, elle n'est pas sur la personne, pour faire bouger la personne, par exemple, mais elle est sur la situation pour faire bouger la situation. C'est vraiment une façon très différente d'accompagner pour revenir aussi. Et pour les petites entreprises, effectivement, on voit bien à quel point, et ce qui serait très intéressant à faire avec la RACT, il y aurait probablement la possibilité de tester dans un endroit, c'est de le faire en inter-entreprise. On peut tout à fait imaginer, que ce soit à Beauté, qui dans un service de santé, qui dans, etc., une association qui les gens, cette expérience change la vie. Donc, les gens, beaucoup d'entre eux, on passe à autre chose et c'est super. Et beaucoup d'entre eux ont l'impression de vouloir rendre ce qui leur a été donné et donc s'engagent aussi. Donc, des dispositifs de type antenne peuvent tout à fait être pensés en inter-entreprise. Et donc, le récit des antennes, François doit être un très bon exemple. On arrive à la fin? Ouais. J'avais une dernière question. D'après ce que je comprends, dans les entreprises et même dans les TPE, ils mettent un petit peu de dispositif en place, en passant par la sensibilisation des collègues, en passant par la sensibilisation des managers qui vont accompagner et prendre le relais avec une vraie solidarité, mais qui font aussi des personnes qui c'est plus dur comme pense à une maîtresse d'école, à une assistante maternelle, quelles solutions on peut leur apporter pour qu'elles arrivent à travailler après la maladie? Alors, effectivement, on n'a pas. Je crois que vous revenez sur le fait de la sensibilisation. Aujourd'hui, dans tout un tas d'endroits, comme on ne sait pas faire et que les questions d'organisation restent très souvent, alors pour le coup, elles, des questions taboues, on forme les managers, on les sensibilise, on les garde, on faire au machin, etc. On ferait bien mieux de les former au travail, constructeurs de santé. Parce que c'est là qu'ils peuvent agir, c'est là qu'ils sont légitimes à agir, c'est là qu'on les attend. Et par contre, effectivement, il y a des environnements, vous avez raison, où la question de l'emploi ne permet pas de marge de manœuvre sur le travail. La maîtresse est toute seule dans sa classe. La personne qui fait l'ouverture de la cantine ou de je sais pas quoi, etc., toute seule, ou du jardin d'enfants toute seule, ben, si elle est, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas le faire sur son emploi. Dans les coopératives agricoles, ce qu'on a vu aussi, c'est que sur les fermes, on a travaillé avec la MSA, c'est ce qui est intéressant sur les fermes, c'est que l'immense difficulté, c'est que tant on ne traite pas la question de l'emploi, on ne peut pas traiter la question du travail. Si la personne n'est pas remplacée, si la personne n'est pas quelqu'un pour faire ce qu'elle fait d'habitude et occuper son emploi, faire la moitié de son travail, ça peut coller, quoi, ou son travail différemment, ça peut coller. Donc, il y a évidemment des choses à imaginer, c'est des choses qu'on a pu réfléchir, par exemple, au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, dans les agences, ils sont 3 ou 4. Donc, effectivement, ce n'est pas simple du tout non plus si vous n'avez pas la personne à l'ouverture, si vous n'avez pas la personne à l'accueil. Et donc là, la question d'avoir des gens volants, entre guillemets, ou en tout cas des gens qui puissent venir vous soutenir et occuper votre poste, en gros. Pendant que vous faites une activité qui est une activité constructrice de santé et qui va vous permettre progressivement, on ne peut pas l'éviter, cette question. On ne peut pas l'éviter, cette question. Sauf qu'aujourd'hui, on peut payer quelqu'un en arrêt. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas payer quelqu'un qui travaillerait progressivement. Là, il y a un vrai sujet, et un sujet dans lequel, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, et vous avez raison là-dessus, il faut complètement reconcevoir les façons de travailler. Et le travail qu'on fait dans les collectivités territoriales nous amène à beaucoup considérer ces questions.
Alors, ce petit déjeuner arrive à son terme. Heureusement, il reste des mois. Donc, merci beaucoup, Pascal. On a déjà des retours sur cette intervention, sur la qualité de ton intervention. Donc, vraiment, c'était un grand merci. Merci, mesdemoiselles, pour votre intervention. Solène, Léa, Alexandra et Marine. Je rappelle, surtout pour les personnes qui sont à distance, que le numéro spécial de la semaine sociale l'AMI, vous pouvez l'acheter et l'argent sera reversé à une association qui aide les personnes atteintes du cancer. Une association qui donne des conseils juridiques. Voilà, conseils juridiques. Et puis aussi cette possibilité d'expérimenter. Oui, tout à fait. Nos complices de la RACT localement, effectivement, ont à la fois des pistes, des idées et on a à construire avec eux, mais aussi dans le formidable écosystème qui est ici, entre votre DRES, le service de santé au travail, l'université, ce master, la RACT, etc. Voilà. Donc, a priori, l'année 2023 devrait nous aider à conceptualiser et préparer un projet local d'expérimentation sur tel ou tel sujet qui nous semblerait prioritaire, intéressant, possible à expérimenter. Merci encore pour votre participation et vos questions, vos échanges. Merci encore. Merci. Retournez boire et manger parce que faire et surtout quand c'est bien tout, ça y marcher. On va partir pour ça. Bonne journée, Madame Goël. Oui, ça va très bien, merci. Ah non, mais je suis à contre-jour. En termes d'ergonomie, c'est pas top ici. Là. À bientôt.